Il y a des questions auxquelles les politiciens évitent de répondre. Les journalistes changent de sujet et les experts commencent à parler plus vite. En voici une. Que se passerait-il si l'Amérique cessait d'être le gendarme du monde ? Et si elle se concentrait sur elle-même, sur ses propres frontières, son économie, son peuple, et laissait le reste du monde régler ses problèmes tout seul ? La plupart des gens dans les couloirs du pouvoir à Washington considèrent que cette question est hérétique, une question de hérétique. Ils vous diront que c'est irresponsable, que c'est dangereux, que c'est une trahison des alliés, que c'est la fin du leadership américain. Bien que, à mon avis, ils confondent la notion de leadership avec une autre notion, une notion différente. Et voici une autre question. Et si jamais ils avaient tort ? Et si 70 ans d'intervention globale, des milliers de milliards de dollars de dépenses militaires, des milliers de soldats américains morts dans des guerres pour les intérêts des autres, et si tout cela n'avait pas servi à défendre l'Amérique, mais à l'épuiser progressivement ? Aujourd'hui, nous posons cette question honnêtement, sans céder au politiquement correct, en utilisant les outils de la science de la liberté, ce fondement intellectuel que nous ont donné Adam Smith, Mises, Hayek, Bastiat et Galambos. Parce que la vraie question doit être « Qu'est-ce qui est le mieux pour l'Amérique ? L'Amérique ». Alors, une brève histoire de l'intervention mondiale américaine. Commençons par les faits, car les faits sont le point de départ de toute science. Les États-Unis sont fondés sur un principe formulé par John Quincy Adams en 1821. Il a dit « L'Amérique ne part pas à l'étranger à la recherche de monstres à détruire. Elle souhaite la liberté et l'indépendance pour tous, mais elle ne défendra que sa propre liberté. » C'était la doctrine américaine pendant 100 ans. La doctrine Monroe de 1823. L'hémisphère occidental est notre zone de responsabilité, le reste du monde non, désolé, ce n'est pas notre affaire. Qu'est-ce qui a changé ? La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale y ont semé un tel chaos, tout était parti de l'Europe et s'est répandu dans le monde entier, puis la guerre froide qui a transformé l'Amérique d'une république en empire. Regardez les chiffres. Depuis 1945, regardez, à ce jour, les États-Unis ont mené des opérations militaires dans plus de 70 pays, 70. Corée, Vietnam, Cambodge, Grenade, Panama, Irak 2 fois, Afghanistan, Libye, Syrie, Somalie, Yémen, ce n'est pas une liste complète. Et les résultats sont brillants. La Corée, une péninsule divisée. La menace d'une guerre nucléaire persiste encore aujourd'hui. Vietnam, défaite américaine, 58 000 soldats tués. Le Vietnam s'est relevé, mais à quel prix ? De toute façon, à cette époque, le pays est devenu communiste. L'Irak, chaos, Daesh, influence iranienne. L'Afghanistan, 20 ans de guerre. 2000 milliards de dollars dépensés et les talibans sont revenus le lendemain du départ des troupes américaines. Cela ne veut pas dire que toutes ces guerres étaient inutiles. Certaines étaient nécessaires, mais le schéma est évident. Les opérations militaires. L'intervention américaine en elle-même ne crée pas la liberté. Elle crée la dépendance, l'instabilité et des réactions négatives. Bastiev dirait « Ne regardez pas seulement ce qui est visible, regardez aussi ce qui est invisible ». Ce qui était visible, c'est le régime de Saddam détruit. Ce qui n'était pas visible, c'est que le SQ est non. C'est le vide de pouvoir, comblé par des forces encore pires. Voilà ce qu'est le véritable intérêt américain, n'est-ce pas ? Avant de répondre à la question de savoir quoi faire, il faut d'abord répondre à une autre. Qu'est-ce que l'intérêt américain, au juste ? Ce n'est pas ce que disent les politiciens, ni ce qu'écrivent les journaux, mais l'intérêt réel, mesurable et concret du citoyen américain. D'abord, la sécurité du territoire. L'Américain veut vivre sans crainte d'invasion, d'attentats ni de frappe nucléaire. C'est fondamental. Eh bien, comment appelle-t-on cela en termes de science des êtres dotés de libre arbitre ? La vie et l'intégrité physique, cela s'appelle la propriété primaire. La deuxième chose, c'est la prospérité économique. L'Américain veut un emploi, il veut un revenu croissant, il veut des produits de bon marché, il veut des marchés ouverts. Adam Smith l'a expliqué il y a 250 ans, le commerce crée la richesse, la guerre la détruit. Voilà. Et troisièmement, la liberté. Non. Troisièmement, il y aura un quatrième point. Le droit de vivre selon ses règles et de dépenser ce qu'on a gagné sans demander la permission à l'État à chaque étape.
Quatrièmement, et c'est très important, un ordre mondial stable dans lequel le commerce est possible. Pas la démocratie dans chaque pays, pas les droits de l'homme en Somalie, mais simplement des routes maritimes ouvertes, des systèmes financiers fonctionnels, des règles du jeu prévisibles. C'est tout. 4 points. Tout le reste, c'est de l'idéologie, de l'idéologie, de l'idéologie et non de l'intérêt. Voyons maintenant chacun d'eux à travers la question suivante. Comment les atteindre au mieux ? Par une intervention globale ou, appelons cela, par un réalisme stratégique. Les États-Unis d'Amérique sont le seul, tu viens d'y penser, oui, probablement le seul pays au monde avec un océan de chaque côté. L'amitié, des voisins amicaux au nord et au sud. On peut dire ce qu'on veut, mais ils sont amicaux, et avec un arsenal nucléaire capable de détruire n'importe quel agresseur. Du point de vue de la géographie physique, c'est une position stratégique idéale. Ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran ne sont capables d'envahir le territoire américain. La seule menace réelle, ce sont les armes nucléaires et le terrorisme. Aucune de ces menaces n'est éliminée en envoyant des soldats en Afghanistan ou en Irak. Elles sont résolues par le renseignement, la diplomatie et la dissuasion nucléaire. Pour la sécurité territoriale des États-Unis, il n'est pas nécessaire de maintenir des troupes dans 70 pays. Parlons de l'économie. Donc l'économie américaine est la plus grande du monde avec un PIB de 25 000 milliards de dollars. Bon, ça varie entre 24 et 26 toujours autour de ces chiffres, mais elle dépend du commerce mondial, de l'accès aux ressources, de l'ouverture et des routes maritimes. Le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, le canal de Suez, ce sont tous des points par lesquels passe la majeure partie du commerce mondial. Leur blocus, c'est un coup porté à l'économie américaine. Pourquoi ? Parce que nous représentons un quart de l'économie mondiale. Même si les États-Unis eux-mêmes ne dépendaient plus du pétrole du Moyen-Orient grâce à la révolution du schiste. Avant, ils en dépendaient. Mais ici, la question clé est la suivante. Faut-il maintenir des porte-avions en permanence dans le golfe Persique ? Ou suffit-il d'avoir la capacité de les y envoyer rapidement en cas de besoin ? Mises répondrait, une présence permanente crée une illusion de sécurité, mais engendre de véritables engagements et de réels coûts. Et il faut d'abord gagner l'argent pour les couvrir. Autrement dit, il faut d'abord avoir des revenus et au lieu de les dépenser pour autre chose, les consacrer à cela. Le marché trouve des solutions plus efficaces, par exemple l'assurance, la gestion des risques. La diversification des itinéraires, nous en parlerons un peu plus tard. Le développement de sources d'énergie alternatives. Maintenant, la liberté. C'est probablement le point le plus douloureux, car c'est précisément au nom de la diffusion de la liberté que les interventions américaines les plus coûteuses et les plus désastreuses ont été lancées. Ayn Rand dirait clairement « La liberté ne peut pas être imposée de l'extérieur ». La liberté ne peut naître que de l'intérieur, de la culture, des traditions, du développement économique. Les soldats américains ne peuvent pas apporter la liberté dans un pays qui, historiquement, n'a pas de tradition de droits individuels. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette liberté ? Ça fait tout simplement peur. L'Afghanistan 20 ans. 2000 milliards de dollars. Résultat, 0. Le problème n'était pas le manque d'argent ni de puissance militaire, car les deux étaient présents. Le problème, c'est que la société afghane ne voulait pas du modèle de liberté américain. C'est leur droit. C'est absolument leur droit. Oui. 4 écoles de pensée. Dont je vous ai parlé. Chacune a ses propres arguments, chacune a ses angles morts. Soyons honnêtes et analysons-les. Première école, première direction, première façon de penser, premier système de pensée, leadership mondial. Consensus de 1945 jusqu'aux environs de 2016, donc jusqu'à Trump. L'essentiel est simple, l'Amérique est une nation indispensable. L'ordre mondial repose sur la puissance américaine, sur le point qu'on appelle l'Amérique. Protéger les États-Unis et le monde ? Je ne sais pas, ça ne s'effondrera peut-être pas, mais sombrera dans le chaos. Les arguments sont solides. Après la Seconde Guerre mondiale, la présence américaine a précisément empêché l'expansion soviétique en Europe de l'Ouest. C'est précisément le parapluie nucléaire américain qui a permis au Japon et à l'Allemagne de se reconstruire sans dépenses militaires et de devenir des géants économiques. La flotte américaine garantissait la liberté du commerce maritime. Mais cette école a un défaut fondamental.
Elle ne possède aucun mécanisme de sortie. Alors, comment en sortir ? Une fois que l'on endosse le rôle de policier mondial, il est presque impossible d'en sortir. Tout recul est interprété comme une faiblesse, comme une invitation pour les agresseurs. Le résultat est sans fin. Une augmentation sans fin, une escalade des engagements et des dépenses. Oui, des dépenses, et elles reposent toutes sur les épaules des mêmes personnes appelées les contribuables américains. Et chez nous, la moitié du pays ne paie même pas d'impôts. En tout cas, merci beaucoup. Hayek a averti de la même chose dans un autre contexte. La bureaucratie ne se réduit jamais d'elle-même. Le complexe militaro-industriel, c'est la même bureaucratie, sauf qu'elle porte des galons. Comme l'a dit un jour Sarah Palin, quelle est la différence entre Sackerman, c'est-à-dire, disons, la maman, la mère d'un enfant américain qui se précipite pour le défendre et tout ça, quelle est la différence avec un bulldog ? Elle a dit « seulement par le rouge à lèvres ». La deuxième, en quelque sorte, école de pensée, cette direction de pensée, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est une position qu'on associe souvent aujourd'hui à Trump. Bien que les racines remontent, bien sûr, à Charles Lindbergh. Le mouvement America First des années 30 était un tel mouvement. On se retire de partout, ferme les frontières, construit un mur, privilégie les problèmes internes. L'Amérique d'abord. Ce n'est pas vraiment ce que Trump dit, mais ses adversaires mettent tout cela facilement dans le même panier. L'attrait est évident. Après 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan, après 3000 milliards de dollars dépensés en vain, après des milliers de morts sans résultat visible. C'est réel et justifié, mais l'isolationnisme a un contre-argument historique qu'il est difficile d'ignorer. Dans les années 1930, l'Amérique regardait ce qui se passait en Europe et disait « ce n'est pas notre problème », et le résultat fut Pearl Harbor. Le monde est venu de lui-même à ceux qui s'en cachaient. Colomb aurait compris l'ironie. Tenter de se protéger par l'isolement crée précisément la menace que l'on cherche à éviter. Un vide de pouvoir. C'est une invitation à la gravité. Pour ceux qui ne partagent pas vos valeurs. La troisième école, c'est un internationalisme libéral. Il y avait le communisme, il y avait le socialisme, et celui-ci c'est libéral. C'est la position de Clinton, Obama, de la majorité du Parti démocrate. L'essentiel est de répandre la démocratie, les droits de l'homme, les institutions internationales. L'ONU, le FMI, la Banque mondiale, la Cour pénale internationale, tout cela ce sont des instruments pour créer un ordre mondial fondé sur des règles. C'est-à-dire sur des règles venant d'un seul endroit, d'une seule tête, d'une seule puissance. Théoriquement, c'est beau. Dans la pratique, l'écart entre les déclarations et la réalité est absolument immense. L'ONU a été bloquée par les vétos russes et chinois. Le FMI impose des programmes qui détruisent les économies des pays en développement. La Cour pénale internationale poursuit les dirigeants africains, mais pas les généraux américains. Ou alors, elle essaie soudainement de poursuivre le Premier ministre israélien. Bastian appellerait cela une loi appliquée de manière incroyablement sélective. Cela signifie donc que ce n'est plus une loi, mais simplement un instrument de pouvoir. Et la quatrième école, c'est le réalisme stratégique. La position défendue, disons, par Kissinger, Kennan, Mearsheimer, l'essentiel c'est que les États n'ont pas d'amis permanents, seulement des intérêts permanents. Les déclarations morales, c'est de la politique. La vraie politique, c'est l'équilibre des forces. Les réalistes diraient « peu importe la démocratie en Arabie Saoudite, l'essentiel est la stabilité pétrolière. Peu importe que la Chine respecte les droits de l'homme ou non, ce qui compte, c'est qu'elle ne domine pas la région du Pacifique. » Cette école a un cynisme qui irrite les moralistes, mais elle a un avantage, elle fonctionne. C'est précisément la politique réaliste de Nixon et Kissinger qui a ouvert la Chine. C'est précisément la politique d'endiguement réaliste de Kennan qui a contenu l'URSS sans un seul coup de feu. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut comprendre que l'Amérique n'a qu'un seul rival, sinon un ennemi, en tout cas un ennemi potentiel, bien réel. C'est pourquoi la Chine est le seul véritable défi pour nous. Et c'est cela l'essentiel. Si l'on met de côté l'idéologie et que l'on regarde les faits, il n'existe qu'une seule puissance capable de lancer un défi systémique aux Américains.
Ce n'est ni la Russie, ni l'Iran, ni même la Corée du Nord. C'est la Chine. Pourquoi pas la Russie? Parce que la Russie est une puissance en déclin avec une économie de la taille de l'Italie qui consacre en plus 40% de son budget d'État à la guerre. La Russie agit localement. Pour l'Ukraine, pour les pays baltes, pour la Géorgie, mais globalement non. La Chine, c'est une autre dimension avec 1,5 milliard d'habitants. La deuxième économie mondiale qui, selon la parité de pouvoir d'achat, a déjà dépassé celle des États-Unis. Le plus grand producteur au monde, un monopole sur les terres rares, sans lesquelles l'électronique moderne est impossible, une flotte militaire en pleine expansion et des ambitions de puissance mondiale soutenues par des ressources réelles. Pékin met en œuvre une stratégie que l'on pourrait appeler « медленное поглощение ». Ce n'est pas une invasion militaire, mais une pénétration économique. C'est leur approche, appelée la ceinture et la route. La route, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement stratégique dans les infrastructures de 60 pays dans le but de créer une dépendance. Des ports, routes, centrales électriques et des pièges de dette pour les gouvernements incapables de rembourser. L'Afrique est un exemple crucial. La Chine contrôle l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo, du lithium en Zambie et des terres rares sur tout le continent. Sans ces métaux, pas de voitures électriques, d'électronique militaire, ni de semi-conducteurs. La civilisation technologique américaine dépend de chaînes d'approvisionnement contrôlées par qui? Pékin. Ce n'est pas une théorie du complot, mais de la géoéconomie. Washington a dormi pendant tout ce temps. Pendant 20 ans, il a dormi, occupé par l'Irak et l'Afghanistan. Taïwan n'est pas simplement un territoire contesté. Taïwan produit 90% des puces avancées sur lesquelles repose toute l'économie mondiale. La prise de Taïwan par la Chine signifierait une capitulation technologique des États-Unis. C'est une question de sécurité nationale au sens le plus strict du terme. Conclusion. Se concentrer sur la Chine, ce n'est pas de l'isolationnisme, c'est une question de priorité. Tout le reste, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, doit être évalué à travers une seule question. Comment cela influence-t-il la concurrence avec la Chine? Parlons de l'Europe. Qui sont-ils pour nous, compagnons de route? Des alliés ou peut-être des adversaires? Après tout, ils vont là d'où vous et moi avons fui. Pourquoi devrions-nous les protéger? Nous avons traversé des frontières, perdu nos biens, perdu nos langues et perdu nos métiers pour une seule chose, la liberté. Et aujourd'hui, je regarde l'Europe et je me pose une question que je ne peux m'empêcher de poser à voix haute, publiquement, honnêtement. L'Europe avance dans la direction d'où nous avons fui, lentement, élégamment, avec de bonnes manières et de beaux mots, mais dans cette direction. Alors qui sont-ils pour nous? Des compagnons de route ou des adversaires? Et pourquoi le contribuable américain devrait-il payer pour défendre un système qui construit ce que nous avons fui? Je ne veux pas être injuste. L'Europe, évidemment, n'est pas l'URSS. Il est important de le dire tout de suite. Personne là-bas ne se retrouve au goulag pour une blague, mais on peut recevoir une amende pour une blague. Et même aller en prison. Personne n'est fusillé pour délit d'opinion, c'est différent. Et le temps n'est pas encore venu, mais ils finiront par tirer aussi. Mais regardons les faits sans illusion. En Allemagne, il existe l'article 130 du Code pénal qui concerne l'incitation à la haine. Ça semble raisonnable, non? En pratique, il sert à poursuivre pénalement des personnes pour des publications sur Facebook concernant la politique migratoire, pas pour des appels à la violence. Au Royaume-Uni, des gens sont arrêtés pour des tweets. Littéralement. Quelqu'un a écrit quelque chose sur Internet, la police est venue. La loi européenne sur les services numériques oblige les plateformes à supprimer les contenus nuisibles. Je me souviens qu'on m'a expliqué qu'il fallait supprimer le contenu nuisible du scénario. C'était en 1969 dans la ville de Leningrad. Leningrad, c'est l'URSS. Et ici, sous la menace d'amende de plusieurs milliards d'euros. Et qui décide de ce qui est nuisible ou non? Les fonctionnaires à Bruxelles, les plus intelligents, ni un tribunal, ni le peuple, ce sont les fonctionnaires. Même si c'était un tribunal, ce serait pareil pour moi. Nous avons déjà vécu cela, sauf qu'à l'époque, on appelait ça agitation ou propagande anti-soviétique. La Banque centrale européenne développe l'euro numérique.
Officiellement pour plus de commodité, mais en réalité, c'est un contrôle total sur chaque transaction des citoyens, comme c'est le cas actuellement en Chine. L'État saura ce que vous avez acheté, quand, où, pour combien et à qui. L'État pourra geler votre compte, limiter vos achats, fixer une date d'expiration à votre argent. Vous gagnez de l'argent, mais s'il n'est pas dépensé avant la fin du mois, il est perdu. Vous ne pouvez pas l'utiliser à plus de 51 km de chez vous, etc. Ce n'est pas du complotisme, c'est la politique officielle de la BCE. Lisez leurs propres documents, tout cela y est écrit. Noir sur blanc, bleu sur blanc, jaune sur marron, je ne sais pas. C'est écrit. En URSS, cela s'appelait l'économie planifiée. L'argent appartenait à l'État. Vous ne faisiez que l'utiliser tant que l'État le permettait. En Hongrie, il y a des élections démocratiques. La majorité des Hongrois votent pour Orbán, encore et encore. C'est leur choix. Ils n'aiment pas ce que propose Bruxelles, et la réaction de l'Union européenne a été de geler des milliards d'euros de financement. Pourquoi ? Parce que la Hongrie a voté pour quelqu'un pour qui il ne voulait pas qu'elle vote. Comment ça s'appelle, les gars ? C'est la coercition d'un peuple souverain moderne, forcer un peuple à changer d'avis sous la pression financière. Voilà, eh bien comment cela s'appelait-il en URSS ? Ah, le rôle dirigeant du parti. Le parti sait ce qui est le mieux. Le peuple doit suivre la ligne du parti. S'il ne la suit pas, il y aura des conséquences. Les petites entreprises européennes sont enterrées, tout simplement enterrées sous des milliers de directives, de normes, d'exigences écologiques et de règles du travail. En France, j'ai vérifié, licencier un employé, c'est une bataille juridique qui dure plusieurs mois. En Italie, ouvrir un restaurant, c'est des années de démarches pour obtenir des autorisations. Le résultat, c'est que l'économie européenne stagne. Les innovations partent aux États-Unis ou en Asie, les jeunes Européens s'en vont, le problème démographique s'aggrave. Ce n'est pas du capitalisme, mais le contrôle de l'État sur l'économie. C'est de la régulation au lieu de... c'est comme une nationalisation. La régulation au lieu de la liberté. Différents outils, même résultat, donc régulation ou nationalisation. L'un était le communisme, l'autre le fascisme. Le fascisme. Le fascisme, c'est précisément la régulation des entreprises. L'homme n'est pas libre dans ses décisions économiques. On peut dire que l'Europe est quand même plus libre que la Russie. C'est tout à fait vrai. Personne ne le conteste. En Europe, il n'y a pas de prisonniers politiques à l'échelle de la Russie de Poutine. Il y en a. Il y en a, mais ils sont proportionnellement moins nombreux. Il y a donc moins de guerres contre son propre peuple. Mais c'est un argument qui consiste à se comparer au pire. Je suis meilleur que le pire. Ce n'est pas un critère de liberté, c'est un seuil minimal. L'Europe se dirige vers un plus grand contrôle de l'État. C'est un fait. Le rythme est lent, mais la direction est évidente. Ouvriers polonais, ingénieurs allemands, entrepreneurs. Bien sûr, ils n'ont pas construit l'euro numérique. Ils n'ont pas adopté la directive DSA. Ils vivent leur vie, élèvent des enfants, travaillent. Ce sont des gens comme vous et moi. Mais voici la question. Pourquoi votent-ils pour les partis qui font tout cela ? Pourquoi n'y a-t-il pas de résistance massive ? La réponse est simple. Parce que la majorité des Européens a choisi la sécurité plutôt que la liberté. Pas sous la contrainte, mais volontairement. L'État promet soins médicaux, retraite, allocations, chômage, logements subventionnés. En échange, donne-moi une partie de tes décisions, une part de ta liberté de choix. Et la majorité, comme un troupeau, se précipite et lève la main en faveur. Ce n'est pas le système soviétique, c'est un contrat volontaire. Les gens habitués à la tutelle de l'État perdent la capacité de vivre sans elle. Oui, bien sûr, l'occupation russe. Ce n'est pas l'euro numérique ni le paragraphe 130. C'est le FSB, ce sont des assassinats politiques, des confiscations de biens, la destruction de la société civile. Nous le savons. Nous ou nos parents avons vu cela. Dans mon cas, c'est moi, pour d'autres, ce sont probablement leurs parents. C'est un argument réel, je l'accepte. Mais il ne répond pas à la question des principes. Il répond à la question du moindre mal. Pour l'instant, il y a moins de mal en Europe. C'est là que commence le plus difficile. La politique du moindre mal est un piège dans lequel tout le monde tombe. Il y aura toujours quelque chose de pire auquel comparer ce que tu as sous les yeux. Et chaque fois que nous choisissons le moindre mal, nous normalisons ce moindre mal.
Dans le monde réel, le choix n'est pas entre une liberté parfaite et l'absence de liberté. Le choix est entre une liberté imparfaite et son absence totale. La liberté n'admet pas de degré. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Soit tu es esclave, soit tu es un homme libre. Et ici, je vais dire quelque chose qui, peut-être, semble paradoxal. Après tout ce que je viens de dire, néanmoins l'Europe mérite d'être défendue. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce qu'elle avance dans une direction que nous considérons comme juste. Parce que l'alternative à l'Europe sous l'influence, disons, russe ou chinoise, oui, c'est la fin de toute possibilité de progrès vers une plus grande liberté là-bas. Une liberté imparfaite a une chance d'être corrigée. L'occupation, non. L'échange libre ne fonctionne que lorsque les deux parties en tirent des profits. Les transactions unilatérales ne sont pas un marché, c'est de la contrainte ou de la charité. Le contribuable américain n'est pas obligé de subventionner l'État-providence européen. Il n'est pas obligé de payer les retraites des Français. Eux prennent leur retraite à 60 ans tandis que nous travaillons jusqu'à 60% de notre vie pour financer la leur. Il n'est pas obligé de maintenir des troupes sur les bases allemandes pendant que l'Allemagne dépense... Combien dépense-t-il déjà ? 1%, 1,5% ou 1,2% du PIB, je ne me souviens plus. Ils dépensent 2% pour subventionner leurs entreprises afin qu'elles nous vendent des produits moins chers et nous évincent du marché. Les conditions du contrat doivent être simples et transparentes. Il y a deux conditions auxquelles l'Europe mérite d'être défendue. La première est pragmatique. Sous contrôle russe ou chinois, cela représente un danger pour les intérêts américains. C'est de la géopolitique. Il ne s'agit pas d'idéalisme, mais d'intérêt. Tant que cette condition est remplie, cela vaut la peine de la défendre. Mais seulement à condition d'un véritable contrat, et non d'une subvention unilatérale. Et le deuxième point fondamental, l'Europe doit rester un espace où il est possible d'avancer vers plus de liberté. Pas parfaite, pas à l'américaine, mais un mouvement dans cette direction, et non en arrière. Si elle fait marche arrière, nous devons le dire franchement, comme un ami le dirait à un autre ami qui fait une erreur. S'il continue, alors il faut revoir notre position. Et pour défendre, oui, ce n'est ni inconditionnel ni gratuit, comme on dit, et pas en silence. La deuxième partie à laquelle il faut penser, c'est le Moyen-Orient. Ici, la stratégie américaine a échoué. Elle a échoué de la manière la plus évidente. Et c'est ici que le changement de cap est le plus dangereux. Même si la Russie a été évincée de Syrie, même si de nombreux États sunnites ont maintenant signé avec nous, ont signé les accords d'Abraham et ainsi de suite. Un changement de cap était néanmoins nécessaire. Au fait, pourquoi les États-Unis se sont-ils impliqués et étaient-ils présents au Moyen-Orient ? Historiquement, c'était le pétrole, essentiel pour l'économie américaine et ses alliés. C'était un véritable intérêt. Mais la révolution du schiste a tout changé. Les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. La dépendance au pétrole du Moyen-Orient est proche de zéro. La raison stratégique numéro 1 de la présence dans la région a disparu. Il reste deux raisons. La première, et je ne dis pas cela en tant que juif, mais comme on dit, en tant qu'Américain qui regarde les choses objectivement, Israël. C'est la seule véritable démocratie dans la région, un allié stratégique. Un partenaire en matière de renseignement. Et soutenir Israël, ce n'est pas de l'altruisme, c'est un intérêt direct pour les États-Unis. Deuxièmement, c'est le programme nucléaire iranien. Un Iran nucléaire change l'équilibre des forces dans tout le Moyen-Orient et provoque une course au nucléaire. L'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie lanceront aussitôt leur propre programme, constituant une menace pour les alliés américains. Tout le reste, les changements de régime, la démocratisation, ce sont des projets voués à l'échec, qui ont coûté des milliers de milliards, mais n'ont rien apporté, zéro, ou comme on dit en Israël, efes. La guerre actuelle avec l'Iran s'inscrit dans cette logique. La destruction du programme nucléaire iranien est un véritable intérêt. Mais une occupation prolongée, une tentative de construire un nouvel Iran, c'est répéter le scénario irakien. Frapper et partir, c'est la bonne stratégie. Rester serait stratégiquement suicidaire. Bon, très bien. Alors, regardons aussi l'Afrique et l'Amérique latine. L'Afrique est un continent. Je sais que cela vous intéresse moins, mais c'est pour donner une vue d'ensemble. L'Afrique est bien sûr le continent du futur. Pas parce que de bonnes personnes y vivent, c'est tout à fait possible, oui, mais parce que les ressources du prochain cycle technologique s'y trouvent.
Cobalt pour les batteries, lithium pour les voitures électriques, terres rares pour les semi-conducteurs, uranium pour les centrales nucléaires, tout cela est en Afrique. Et tout cela est sous le contrôle de la Chine. En effet, la politique américaine en Afrique n'est pas militaire. C'est une concurrence avec la Chine pour l'influence économique, les investissements, les accords commerciaux, le partenariat technologique. Ce n'est pas l'imposition de la démocratie ni des bases militaires, mais un échange économique honnête, ce qu'Adam Smith appelait le commerce mutuellement avantageux. L'Amérique latine, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Sa doctrine Monroe était juste dans son essence. L'hémisphère occidental est une zone d'intérêt américain. Ce n'est pas que les latino-américains soient l'homme meilleur ou pire, mais l'instabilité régionale nuit à la sécurité et au commerce américain. L'immigration, excusez-moi, on n'en a pas vraiment besoin. Le problème n'est pas l'absence de présence militaire en Amérique latine. Le problème, c'est que la politique américaine là-bas a consisté soit en des coups d'État militaires pour soutenir des dictateurs qui nous convenaient, soit en une totale indifférence. Aucun des deux n'a marché. Ce qui marche, c'est le commerce, l'investissement et la lutte contre les cartels de drogue qui déstabilisent bien la région. Maintenant, abordons la question sous un autre angle. Non pas selon la géopolitique, mais selon les principes. Galampus a défini la liberté comme l'état d'une personne dans lequel sa propriété primaire et secondaire est protégée contre la contrainte. La propriété primaire est la vie, la secondaire englobe tout ce qui en découle, comme le temps, l'argent et le jour. De ce point de vue, un État qui prend l'argent du contribuable par la contrainte et le dépense pour des guerres à l'étranger, d'ailleurs absolument sans le consentement du contribuable, viole sa liberté. Chaque soldat américain qui meurt dans une guerre pour des intérêts étrangers, c'est une violation de la propriété primaire. Cela ne veut pas dire qu'une armée n'est pas nécessaire. Dans un monde avec la coercition, une protection contre celle-ci est nécessaire. L'armée est un instrument de défense, mais le mot-clé est défense, pas expansion, pas ce qu'on appelle le nation building. En aucun cas, pas la démocratisation. La coopération volontaire, le commerce, produisent là de meilleurs résultats que la planification centrale. Ceci est vrai non seulement pour l'économie, mais aussi pour les relations internationales. Essayer de planifier depuis Washington à quoi devrait-on ressembler l'Irak ou l'Afghanistan, c'est la même erreur que d'essayer de planifier l'économie soviétique depuis Moscou. Adam Smith, dans La richesse des nations, a dit « Le commerce entre les peuples crée une interdépendance qui rend la guerre économiquement désavantageuse, possible, mais économiquement désavantageuse. Le meilleur moyen d'assurer la paix n'est pas les alliances militaires, mais le marché. Les pays qui commercent entre eux ne se font généralement pas la guerre, car la guerre détruit les bénéfices mutuels. Mais pour que le commerce fonctionne, il faut de l'ordre, des routes maritimes sûres, des règles prévisibles, la protection de la propriété. Quelqu'un doit garantir cet ordre. Historiquement, c'était la Grande-Bretagne, puis l'Amérique. Si les États-Unis se retirent, qui suivra? La Chine? Ce n'est pas rhétorique, c'est une vraie question. Parlons séparément de l'OTAN car c'est la question la plus brûlante. Donald Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier. Il a en partie raison. Une alliance où un pays paie 70% des dépenses et plus de 20 pays bénéficient pratiquement gratuitement de la protection, ce n'est pas un contrat très équitable. Donald Trump a raison quand il dit « il faut changer cela ». Mais sortir de l'OTAN, ce n'est pas une réforme, c'est la destruction d'un outil qui a fonctionné pendant 70 ans. Regardons les faits. Depuis 1949, aucune guerre entre les membres de l'OTAN. Aucune. L'Alliance a empêché l'expansion soviétique en Europe sans un seul coup de feu entre les grandes puissances. C'est un accomplissement colossal. On a tendance à ne pas le remarquer précisément parce qu'il ne s'est pas produit. L'approche correcte, une structure conditionnelle, réformée, plus équitable. Chaque pays paie sa part. Chaque pays assume de réelles obligations. Les États-Unis maintiennent le parapluie nucléaire, mais cessent de subventionner le socialisme européen. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est simplement une force plus intelligente. Une force qui dit à ses alliés « Nous sommes avec vous, mais sur la base de la réciprocité. Un contrat. » Ce n'est pas de la charité. Parlons maintenant d'un sujet rarement abordé en politique étrangère, l'Amérique intérieure. Pendant que Washington débat de la question de savoir s'il faut défendre l'Europe ou le Moyen-Orient, il se passe à l'intérieur même des États-Unis des choses qui devraient inquiéter tous ceux qui tiennent à la liberté. La dette publique s'élève à 38 000 milliards, n'est-ce pas?
Ce n'est pas une abstraction, c'est la dette de chaque Américain. 100 000 $ pour chaque homme, femme et enfant du pays. Les paiements d'intérêts sur cette dette dépassent déjà notre budget militaire. Le livre des réglementations américaines compte plus de 80 000 pages. Chaque page est une restriction de la liberté de l'entrepreneur, un coût pour les entreprises, une barrière à l'innovation. Les petites entreprises, qui sont la base de l'économie américaine, se noient dans la paperasse, les licences, ce qu'on appelle la conformité. Maintenant, parlons de l'inflation. De 2020 à 2024, et le pouvoir d'achat du dollar a chuté à peu près, plus ou moins, d'environ 20%. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une politique. L'État imprime de l'argent pour financer les guerres et les programmes sociaux. L'inflation est une taxe cachée pour tous les détenteurs de dollars. Eh bien, ils imposent cette taxe afin de mener des guerres. Ou juste pour voler sans honte. La censure est le politiquement correct. La liberté d'expression garantie par le premier amendement, c'est ce qui rend l'Amérique unique au monde. Eh bien, aujourd'hui, l'autocensure dans les universités, la culture de l'annulation dans les entreprises, la pression sur les dissidents, ce ne sont pas encore des méthodes soviétiques, mais elles produisent un effet similaire. Les gens ont peur de dire la vérité. Columbus avertissait « La liberté n'est pas un acquis, c'est le résultat d'une protection constante. Lorsque la société cesse de la défendre, elle disparaît. » Silencieusement, progressivement. Par des régulations, des impôts, une pression sociale, pas par une révolution. Par l'évolution de l'appareil d'État. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'Europe, mais nous commençons aussi à trébucher. Le front majeur pour l'Amérique n'est ni l'Europe, ni le Moyen-Orient, ni la Chine. Le front le plus important, c'est à l'intérieur du pays. C'est un retour au principe des fondateurs, un gouvernement limité, des marchés libres, le droit individuel, la primauté du droit. Notre allié, c'est l'Europe, mais ce n'est pas notre partenaire pour défendre la liberté. C'est notre liberté face à la tyrannie. Hier, nous étions sur la même longueur d'onde qu'eux. Et aujourd'hui, qui sont-ils aujourd'hui ? L'Europe ne perd pas sa liberté à cause d'une défaite militaire, elle la perd progressivement, volontairement, à travers ses propres institutions. Régulation au lieu du marché, sécurité au détriment de la liberté, décision collective plutôt que droits individuels. Friedrich Hayek a décrit ce processus en 1944 et l'a appelé « la route de la servitude ». D'ailleurs, ce livre est sur mon étagère, c'est l'un des plus importants que je possède. L'Europe suit ce chemin lentement, mais sûrement. Nous avons examiné ensemble l'histoire, la théorie, la géopolitique, la philosophie, et maintenant la synthèse. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'Amérique ? Premièrement, arrêtez d'envoyer l'armée là où il n'y a pas d'intérêt américain. Arrêtez de dépenser des milliers de milliards pour bâtir des nations dans des pays qui n'en veulent pas. Ne plus mesurer le succès au nombre de pays ayant choisi la démocratie. La force militaire est un outil de dernier recours, pas la première réponse à chaque crise. Il faut maintenant se concentrer sur la Chine comme principal défi systémique. Ce n'est pas notre ennemi, mais c'est un défi systémique qui pourrait le devenir. Tout le reste découle de cette priorité. L'Europe n'est importante que dans la mesure où ses pertes renforceront la Chine. Le Moyen-Orient n'est important que dans la mesure où son instabilité profite à Pékin. L'Afrique compte surtout comme lieu de compétition pour les ressources du futur cycle technologique. La région du Pacifique est le principal théâtre de la stratégie américaine au XXIe siècle. OTAN. Il faut réformer, mais pas détruire. La réciprocité conditionnelle au lieu d'engagement inconditionnel. L'Europe paie. L'Europe assume une véritable responsabilité pour sa propre défense. Et les États-Unis maintiennent un parapluie nucléaire, mais cessent d'être le donateur de l'État social, socialiste européen. Adam Smith avait raison il y a 250 ans et il a raison aujourd'hui. Les marchés ouverts créent une interdépendance qui est plus efficace que n'importe quelle alliance militaire. Les pays liés par le commerce ont un intérêt à ne pas faire la guerre. Au lieu de bases militaires, des accords commerciaux, au lieu de porte-avions, des programmes d'investissement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance intelligente. Et sans doute la reconstruction de le foyer américain telle qu'elle était censée être construite. 38 000 milliards de dollars de dettes, une infrastructure détruite, un Midwest désindustrialisé, une crise de la drogue qui tue plus d'Américains que n'importe quelle guerre, un système éducatif qui produit des gens incapables de lire et de compter.
Ce n'est pas un programme de gauche ni de droite, c'est du pragmatisme. On ne peut pas être le leader du monde en restant assis dans une maison en ruine. Un État limité n'est pas un slogan, c'est une architecture institutionnelle. La Constitution a été créée précisément pour limiter le pouvoir de l'État sur le citoyen. Chaque écart par rapport à ce principe, chaque nouvelle régulation, chaque nouvel impôt, chaque nouvelle agence, c'est un petit pas dans la direction que, comme je l'ai déjà dit, Hayek décrivait comme la route de la servitude. Cela ne veut pas dire l'anarchie. Cela signifie que l'État fait ce que le secteur privé ne peut pas faire. Protéger les frontières, assurer la justice, maintenir l'infrastructure et se retire de tout le reste. Eh bien, je dirais ceci. On peut même assurer cela par des moyens privés. Mais là, vous ne me croirez tout simplement pas, alors pour l'instant, laissons la protection entre les mains de l'État. Le moment du choix est arrivé. Nous vivons une époque que les historiens étudieront probablement dans 100 ans. L'ordre d'après-guerre, créé en 1945, s'effondre simplement sous nos yeux. L'OTAN craque, le dollar perd son statut de monnaie de réserve monopolaire, la Chine défie le leadership américain, non pas militairement, mais économiquement, technologiquement et institutionnellement. La Russie met à l'épreuve la détermination de l'Occident en Europe, l'Iran au Moyen-Orient. Ce n'est pas la fin de l'Amérique, mais celle d'une image et le début d'une nouvelle. La seule question est la suivante. À quoi ressemblera-t-elle ? Première option. L'Amérique continue d'essayer d'être le policier du monde, s'épuisant financièrement, politiquement et moralement, jusqu'à ce que sa dette atteigne un point de non-retour. Deuxième option. L'Amérique se replie sur elle-même, laissant le monde sombrer dans le chaos, qui finira de toute façon par atteindre nos côtes. La troisième option est celle que j'ai décrite aujourd'hui. Le réalisme stratégique fondé sur les principes de la liberté. Une armée forte comme instrument de dissuasion et non d'expansion. Le libre-échange comme principal outil d'influence. Des alliances réformées et équitables au lieu de subventions unilatérales. Concentration sur la Chine en tant que seul défi systémique. Et la restauration de la Douma américaine. John Quincy Adams a écrit en 1821 « Partout où se déploie la bannière de la liberté, le cœur américain sera avec elle, mais nous ne partons pas à l'étranger à la recherche de monstres à détruire. » J'en ai déjà cité une partie, maintenant j'ai décidé de vous donner toute la citation. Ce n'est pas de l'isolationnisme, c'est de la sagesse. Un pays qui protège ses intérêts, qui connaît ses intérêts, les défend sans hystérie, sans croisade, sans guerres interminables pour les problèmes des autres. Un tel pays est fort. L'Amérique a créé le modèle de société libre le plus réussi de l'histoire de l'humanité. La meilleure chose qu'elle puisse faire pour le monde, c'est de rester ce modèle, de ne l'imposer à personne par la force, de ne pas l'exporter avec des bombes, mais simplement d'en être l'exemple. Parce qu'une Amérique libre, prospère et sûre d'elle-même est une immense contribution à la liberté mondiale, une contribution bien plus grande que n'importe quelle opération militaire. Le phare brille non pas parce qu'il va en mer, mais parce qu'il reste à sa place et indique à tous la direction à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai été un peu long, mais je tenais à m'exprimer sur ce sujet très important, actuellement. Au revoir, à bientôt.